Salut Caroline, comment tu vas? Salut Cédric, très bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va très très bien. Je suis content de faire ce podcast avec toi, cet épisode avec toi. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc on va aller un petit peu explorer qui tu es, ton histoire, tes profondeurs, ce que tu veux bien nous livrer. Et puis on va passer un temps de sincérité ensemble si tu veux bien, si ça te va. Bah ouais, go, avec Go? plaisir. Eh ben on est parti, Caroline. Tu es coach, tu es femme, tu es plein de choses à la fois. Mais avant d'aller voir tout ça, j'aimerais bien que tu nous racontes. Je sais que tu connais déjà la question d'ailleurs, et je présume que tu l'as peut-être préparée. Mais j'aimerais bien que tu nous Non. racontes. Ah, très bien. L'histoire de ta vie, en commençant par Il était une fois, si tu veux bien. Oui, génial. Déjà, c'est vrai que j'adore cette question. J'avoue que je te l'ai déjà empruntée dans un contexte de podcast. C'est une question que j'aime beaucoup en coaching. Et non, je ne l'ai pas préparée volontairement. Place à l'impro. Alors j'y vais. Il était une fois, classiquement, donc une petite fille, voilà, donc qui vient de la campagne, dans les Hauts-de-France, comme on appelle ça aujourd'hui. Voilà, un petit village. Moi, je suis la petite dernière d'une fratrie de deux grands frères. Donc voilà, entourée de frangins plus âgés que moi. Et puis, du coup, des frangins qui quittent le bercail assez vite. Et donc, bah, je passe d'une fratrie à une enfance solo, très, très introspective, parce que bah, toute seule à la campagne, voilà, ça laisse beaucoup de place à ça. Donc j'ai voilà, une enfance où j'ai beaucoup développé mon monde intérieur, qu'est-ce que le monde, pourquoi, enfin voilà, c'est des questions qui m'ont toujours passionnée. Enfin voilà, et après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai pris mon envol, je suis allée à la grande ville de Lille faire mes études pour ne plus lâcher cette ville. J'habite pas loin aujourd'hui. Et assez classiquement, j'ai fait voilà des études, j'ai trouvé un boulot, voilà dans le digital. Il y a c'est un tout un écosystème, assez vivant, sur la métropole lilloise, donc gestion de projet, très stimulant, voilà, je fais ma vie et puis, bah, de fil en aiguille, je vais toujours chercher le poste, un peu plus gros, le plus gros salaire, dans des plus grosses boîtes, plus de responsabilités, voilà, plus de tu vois, le titre qui fait bien, sur la carte de visite que je n'ai pas. Et puis, bah, au fil du temps, plus je gagnais en responsabilité et en voilà en étoile, on va dire, de galon, plus j'ai perdu le sens de ce que je faisais. Et en même temps, cette perte de sens-là, elle a quand même été nourrie par des personnes que je rencontrais, par des équipes que j'ai pu avoir à manager, que ce soit en transversal ou en direct, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait finalement, en plus de mon parcours personnel. C'était vraiment cultiver ce rapport à l'autre, comment il est, comment il évolue, c'est quoi son modèle de fonctionnement et c'est ces mécanismes. Je suis d'abord fascinée par les mécanismes humains, comment ils fonctionnent et comment ça leur permet d'arriver là où ils veulent ou au contraire, ça les empêche d'arriver là où ils veulent. Donc voilà. Dans mon parcours aussi, j'ai eu la chance de faire une thérapie qui m'a beaucoup aidée, qui m'a vraiment appris la bienveillance. C'est vraiment la substantifique moelle que je retiens de cette thérapie, c'est la bienveillance qu'on peut avoir envers soi-même d'abord, puis envers les autres. Et je pense que c'est ça qui me drive aujourd'hui, voilà, qui est mon moteur un petit peu dans les relations que j'essaye d'avoir pour moi-même et envers les autres, et que je mets dans mes coachings. Donc, tu vois, c'est vraiment ça que je vais venir chercher. Enfin, voilà. Donc, je suis plutôt guidée par cette énergie-là. Tu vois, je suis repassée au jeu. Mais voilà. Et donc, avec tout ce petit terreau fertile, là, hein, toutes mes explorations, c'est important pour moi, l'exploration, et ben, j'ai décidé de redonner vraiment plus de sens, de me renouer vraiment à l'humain et à ce qui m'intéressait fortement. Et j'ai fait donc, ma certification de coach pro, dont j'ai été voilà, certifiée l'année passée. Et donc là, s'ensuit un chemin plus entrepreneurial cette fois, couplé à du salariat, où voilà, j'essaye de mener ma barque pour une deuxième partie de mon projet professionnel. Ça, c'est pour la partie pro. Mais voilà, grosso modo. Merci. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu regrettes dans cette histoire? Qu'est-ce que je regrette? Eh ben, en fait, je suis pas une personne à regret. J'ai toujours, enfin voilà, il y a peut-être des choses que j'ai pas aimées, des choses, voilà, mais je n'arrive pas à me dire j'ai le regret de telle ou telle chose. Parce que s'il y a des choses qui sont arrivées, c'est parce qu'elles devaient arriver. Et j'ai toujours quelque chose à apprendre de cette situation-là, ou si quelque chose m'a empêché, bah, ça m'a permis d'autres. Donc en fait, je sais pas, j'ai cette façon de voir les choses que j'ai du mal de. Non, j'ai pas de regrets. Tu vois. C'est bien de raisonner comme ça. Et quelle a été l'exploration qui t'a le plus apporté ou t'a permis le plus de te découvrir en tant que personne? L'exploration intérieure, je pense que je suis quelqu'un qui est très porté sur l'introspection. Et donc, je m'interroge beaucoup sur moi-même. En fait, pour moi, ma mission, c'est toujours de mieux me connaître, de mieux me comprendre et pour m'épanouir et donner du sens dans le monde. Donc, tout le cheminement autour de l'exploration humaine, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et, et du coup, ouais, c'est ça qui m'anime en fait. Et par quoi est-ce qu'on commence quand on veut débuter ou démarrer cette aventure-là? De la connaissance de soi, Hmm. il y a plusieurs façons. Il y a la façon intérieure, je pense. Après, je vais te dire ce qui fonctionne pour moi, hein, mais et chacun, en fait, je pense que la clé, c'est à chacun de trouver sa porte d'entrée. Et moi, la mienne, c'est la mienne. Donc, si ça fait écho, tant mieux. Sinon, c'est qu'il faut chercher ailleurs. Mais déjà, c'est des réflexions. Enfin, très tôt, j'ai bien aimé écrire mes pensées, en fait, mes réflexions, mes questions. Voilà, l'écriture, moi, ça m'aide beaucoup. Et voilà, à cheminer comme ça. C'est les échanges avec les autres aussi, parce que je pense que discuter en soi-même, c'est bien, mais ça a ses limites. Et je pense qu'on existe et on chemine aussi à travers le regard de l'autre. Donc, c'est cheminer aussi en discutant avec des gens et des publics variés. Je trouve que ça enrichit vachement. Et après, on peut approfondir le travail avec le bon accompagnant dans la bonne discipline qui va bien. Des fois, ça peut être du sport, des fois, ça peut être de la thérapie, comme je l'ai fait. Du coaching, ça me donne plein d'outils aussi pour avancer. Donc, enfin, c'est ça qui est génial parce que c'est un terreau et un champ d'exploration infini, quoi. Hmm. Donc, voilà. Et, et qu'est-ce qui a fait que t'as suivi une thérapie sans indiscrétion? Ouais, non, il n'y a pas. Bon, je pense que. Alors, c'était vers 25 ans où j'ai vraiment eu une claque dans la tronche, où je me suis dit, la vie que tu vis là, ok, c'est fake, c'est pas juste. Donc, je me suis pris un retour de réalité dans la tronche. En fait, j'étais en couple depuis 10 ans avec mon ex-compagnon. Euh, avec qui je savais que j'étais bien, mais je savais au fond de moi que ça durerait pas et parce que j'étais pas amoureuse et que je croyais qu'en fait bah, il y a des gens qui sont faits pour tomber amoureux puis d'autres pas. Et moi j'étais persuadée que j'étais ces personnes qui tombent pas amoureuses et que c'est comme ça et que la vie elle doit se faire comme ça. Et puis bah, un jour tu te fais rattraper par la vie et puis il y a un truc qui te montre qu'en fait si le sentiment amoureux tu peux le découvrir. Et ça paraît simple comme ça, mais qu'en fait, quand tu n'as jamais connu ce sentiment-là, que tu es persuadé que tu le ressentiras jamais et que tu as installé ta vie comme ça, c'est-à-dire j'étais en couple, on avait acheté un appart, ça roulait, tu vois. Et que là, tu te dis, oh putain, en fait, tu peux avoir un sentiment amoureux et donc, en fait, ça révolutionne tout. Donc, ouais, c'est l'amour qui est venu me foutre un coup de poing, un gros uppercut dans la tronche. Et je pense une reconnexion aussi. À ma féminité, quoi. Qu'est-ce que c'est? Tu disais, bah, t'es coach, t'es femme. Bah ouais, je suis femme, mais je l'ai pas toujours été comme je le suis aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai voulu faire une thérapie parce que je m'en suis pris plein la tronche, parce que j'ai découvert que je pouvais être une femme sensible et aimante, en fait. Et ça, c'était beaucoup. Donc, tu vois, c'est très introspectif, quoi. Enfin, C'est très quoi identitaire, très. ouais, ouais, très identitaire, effectivement. Ouais. C'est quoi la différence d'identité entre l'ancienne Caroline et celle qui a suivi cette thérapie, qui a découvert cette mue identitaire? Ben, en fait,
J'ai envie de dire la bienveillance et il y a vraiment un truc autour de la féminité où en fait, tu vois, moi, genre, j'ai grandi avec des grands frères, je te l'ai dit au début, Mm. et puis j'ai que des copains, que des potes, tu vois. Moi, tous les week-ends, je traînais avec mes potes et c'était que des gars. Et non pas que comme si je me disais, ouais, tu sais, j'étais ce genre de fille qui dit, ouais, non, moi, les filles, c'est bon, c'est trop gnangnan, ça m'intéresse pas, je traîne qu'avec des gars, c'est plus simple. Et c'était platonique, hein. Mais voilà, j'étais bien entourée de gars. Et j'ai grandi comme ça. Et ce que ça m'a appris, ce que ça m'a aidé à comprendre, parce que j'avais déjà fait le processus, enfin, je commençais le processus quand j'ai commencé la thérapie, c'est de me dire, en fait, non, mais t'es une fille, t'es une femme, et femme, c'est pas un gros mot. Et en fait, ben, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu as envie de mettre derrière le mot féminité, quoi. Donc, j'ai appris à me reconnecter à cette sensibilité féminine qui n'est pas de la fragilité, à la bienveillance que je peux avoir vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est un processus qu'après, j'ai renforcé avec mes maternités et tu vois, tout ça, et que je continue d'affiner encore aujourd'hui, quoi. Ça, c'est un peu, c'est le chemin que je poursuis. C'est quoi la sensibilité féminine si c'est pas de la fragilité, c'est quoi? Bah, je pense qu'il y a une vraie force dans la féminité. Et j'ai de la chance d'évoluer dans le monde d'aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, il y a vraiment une part belle qui est donnée à toute cette énergie féminine qui entreprend, la sororité, tu vois, toutes ces choses vraiment très leadership féminin. Là où peut-être que quand j'ai grandi, ben, le côté être féminin, c'est peut-être moins valorisé, quoi. Côté féminin, c'est celle qui va moins parler, celle qui va s'occuper voilà, de s'occuper de ses enfants, de sa maison, faire son travail, mais point en fait, qui s'épanouit pas trop en dehors de ça, ou alors peut-être avoir des petits hobbies, mais tu vois, il y a un côté émancipation, un côté ambition qui rimait pas avec la féminité, ou un côté trop sensiblerie, alors que je suis quelqu'un d'hyper sensible, tu vois. Donc en fait, voilà, il y avait une opposition comme ça entre les deux sphères, quoi. Et c'est ça que j'ai appris à réconcilier un peu. Euh, Voilà, genre je sens que je m'éparpille un peu en répondant à ta question, mais c'est pas grave, tu vas me recadrer si je déborde. Ah non, tu débordes pas, tu m'amènes sur encore autre chose. Euh, tu vas peut-être pas forcément en parler au nom de toutes, mais moi, il y a un sujet qui, m'a- qui est là, en tout cas, qui vient. Euh, Pourquoi enfin, c'est pas pourquoi, mais en quoi c'est dur d'être une femme dans le monde dans lequel on vit, même si, comme tu dis, c'est mieux qu'avant. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même des relents de masculinité, de machisme qui reviennent de manière très forte. Que on voit bien quand on met pas des œillères, quand on est un homme en tout cas, hein, je parle pour les hommes, on voit bien ça a l'air que c'est dur quoi pour vous, enfin, physiquement, psychologiquement, socialement, enfin moi c'est la vision que j'ai et ça m'attriste et quand je vois des relents de masculinité, ça m'agace moi. Mais toi, en quoi c'est dur d'être une femme dans le monde aujourd'hui? Ouais, ben, je savais pas quel sujet on allait aborder, mais j'adore l'idée qu'on aborde ce sujet-là. C'est un sujet qui me touche beaucoup et j'ai plein de choses à dire. Alors, je pense qu'on peut aller en profondeur sur le sujet. C'est que déjà, en fait, ouais, je pense que c'est dur d'être une femme aujourd'hui. Mais comme je pense que c'est dur d'être un homme aussi aujourd'hui, et en fait, j'aime bien apporter cette nuance que je vais décortiquer pourquoi enfin, être une femme aujourd'hui, ça peut être difficile et le contexte dans lequel on évolue, on va en parler. Mais j'aime bien dire, en fait, je veux pas dire c'est dur d'être une femme aujourd'hui et que ça négligerait aussi le fait que ça puisse être dur aussi d'être un homme aujourd'hui. Mais c'est pas les mêmes combats. Et peut-être qu'on vient d'un peu plus loin et qu'on a un gap plus loin à aller chercher. Donc déjà, je veux juste dire, bah, ce que je vais dire, c'est pas pour minimiser, tu vois, c'est pas, il n'y a pas que nous, tu vois, il y a un côté, oui, bah, les femmes, c'est dur, faut qu'on fasse entendre notre voix parce qu'on est dans une société patriarcale. Mais vous aussi, vous avez votre lot, quoi. En fait, j'ai envie d'apporter de l'inclusivité à ce débat-là. Voilà, juste pour dire, je veux pas m'enfermer dans une case féministe. Je suis profondément féministe et je suis profondément féministe parce que je veux que la femme vienne rejoindre l'homme là où il est et que tous ensemble on vive bien. Tu vois, je veux pas faire une opposition et ça me paraît important de le redire parce que bah, le féminisme il souffre aussi de beaucoup de stéréotypes
Et dans le monde où on avance, où c'est très clivant, bien, pas bien, masculin, féminin, en fait, on va continuer à opposer en fait deux univers, et je trouve que ça enrichit un terreau de conflit pour la réunification. Mm. Et du coup, ouais, parce que et tu vois quand tu dis les machismes, même le masculinisme, on commence maintenant à bien en entendre parler. Moi, je suis écœurée. En plus d'être choquée, je suis écœurée parce que et c'est souvent c'est les jeunes générations. Je me dis mais oh, mince, on rétropédale. Et tu vois, j'aime beaucoup utiliser l'image de la série Handmaid's Tale, qui est une dystopie. Tu vois, cette série où, en fait, une partie des femmes qui sont encore fertiles dans un monde qui ne l'est plus tant, elles sont, tu vois, mises au rang de pondeuses, quoi. Plus Mm. que de pondeuses, bah, ouais, c'est un peu de Du la viol. chair, voilà, de la chair à tripoter et de la chair à enfanter. Et en fait, je me dis, mais ce monde-là est complètement fou. Et en même temps, comme la dystopie se passe à un contexte pas si éloigné temporellement au nôtre, ça a juste un rappel qu'en fait, on n'est jamais loin de sombrer Mm. et de rétrograder. En fait, le combat, parce que c'en est un quand même, il s'arrête jamais vraiment, tu vois. Donc, je trouve que c'est important de marquer notre vigilance là-dessus. Et quand je vois l'essor, en tout cas la progression du machisme et même plus du masculinisme, bah, ça me fait peur et je me dis, en fait, ces sujets qu'on dit, oui, c'est bon, les femmes, faut qu'elles aient un plus grand salaire, nanana, bah, c'est pas désuet, en fait. Et c'est important d'y accorder toujours de l'écoute et de l'espace, parce que c'est encore utile, en fait, d'en parler, sans tomber dans les clichés, guerre de paroisse, les femmes contre les hommes. Voilà, c'est ça. Et c'est long, mais j'ai envie de prendre le temps d'en Bah, parler. prends tout le temps, on est là pour ça. Ouais. Et en fait, oui, c'est dur d'être une femme parce que maintenant qu'on a posé un peu le décor, c'est que, ben ouais, en fait, en tout cas, tous les codes je pense, hein, c'est ma vision, je ne pense pas détenir la vérité, mais la façon dont moi je le vois, c'est que tous les codes un peu de l'ambition, du leadership, même de l'entreprise, en fait, tout ça, c'est des univers qui sont à la base des codes masculins. Et donc, en fait, c'est pour la femme, en fait, qui était longtemps au foyer à s'occuper des enfants. Voilà, leur place, elle a été reléguée là. Ça, c'est pas cliché, c'est juste là d'où on vient. Finalement, l'époque à laquelle les femmes ont commencé à travailler, c'était juste hier à l'échelle de l'humanité. C'est une seconde, même pas. Donc, c'est de se dire, bah, en fait, on essaye, nous, maintenant, d'arriver dans un monde qui était à la base pensé pour les hommes. Mm. Donc, du coup, oui, c'est difficile parce qu'on doit emprunter des codes masculins où bah, les femmes, ben, pour y arriver, ben, soit elles se travestissent et elles empruntent les codes masculins pour arriver à ce leadership qu'on croit qu'il faut amener, quand on parle de leadership et d'ambition, ou alors ben, on se dit qu'on n'est pas capable, que c'est pas possible, que c'est pas notre place et on peut être ben, s'empêcher de faire des choses. Je pense qu'il y a un côté qui peut être binaire. Je catégorise volontairement, hein, il y a des subtilités et des voies et des solutions. Mais tu as ce côté un peu, ok, donc qui je dois être. Enfin, tu vois, il y a un peu une quête d'identité de c'est quoi incarner mon leadership. Est-ce que j'ai le droit? C'est encore finalement assez récent ces questions-là. Donc pour ça, c'est dur. Et puis tout ça, c'est dur parce qu'en fait, c'est une brique en plus de tout ce qu'elle faisait déjà, de d'avoir la charge de Mm. quand on est maman. Je vais parler de la maternité parce que je suis maman et voilà, ça parlera pas à toutes les femmes, mais de dire bah oui, mais en fait le congé mat, c'est qui garde les enfants à la maison pendant le congé maternité? Bah, c'est les mamans, le père, même si maintenant il est de plus en plus présent grâce à la prolongation du congé paternité, ça reste la mère. Donc c'est la mère qui prend les habitudes dans la maison de où il faut ranger la layette, le lait, les couches. Et le papa, quand il revient, il se dit bah c'est où ça, c'est où ça. Bon, bah, du coup, cette charge mentale-là, sauf si tu fais pas un vrai travail conscient de travail d'équipe en couple, bah, en fait, c'est une charge qui reste à la femme. Et si tant est qu'elle s'occupait déjà à la base tu vois, de la cuisine, des courses, du ménage, sans faire dans le cliché, mais tu vois l'idée, bah, en fait, la sphère professionnelle, c'est juste une couche en plus. Et en plus de ça, oui, tu as l'injonction, bah, il faut être belle, il faut t'épiler, il faut tel maquillage, il faut telle crème de beauté, il faut tel type de fringue qui change à chaque saison parce que voilà, ça c'est important. Et
que moi, jamais ça me viendrait à l'esprit d'aller au boulot sans maquillage. Mais le temps que je prends à me maquiller et à me démaquiller et à penser que oh, putain, là, j'ai mal fait mon trait et tout, bah, c'est de la charge. Hmm. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Et puis le côté, je parle beaucoup, hein. Bah, non, tu parles très bien. Et le côté, tu vois, j'aime beaucoup reprendre la charge mentale. Maintenant, on en parle beaucoup, tu sais, avec la BDiste Emma Clit, qui a parlé de la première fois de la charge mentale à travers d'une BD. C'est-à-dire, la femme, elle a une charge mentale. Et j'aime bien aussi le côté, elle a apporté un autre terme qui est la charge émotionnelle. Et les femmes, je pense qu'on a aussi longtemps été habituées à être plus sensibles, empathiques, à l'écoute, enfin, une intelligence émotionnelle de la femme. Sans faire de clichés et de stéréotypes, hein. Je fais un raccourci volontaire pour simplifier la discussion, sinon on a toute la semaine. Mais ce côté empathique où du coup, tu as une charge émotionnelle de dire ah tiens, oui, c'est vrai, ma copine elle m'avait dit qu'elle passait un examen aujourd'hui. Ah bah attends, je vais lui envoyer un message pour lui Hmm. demander, lui envoyer mon soutien. Et c'est toutes ces petites choses-là qui sont un peu invisibles, imperceptibles, et qui rajoutent aussi beaucoup de charge mentale. Là où peut-être, je dis pas que j'ai raison, ça viendrait moins à l'esprit ou serait moins un automatisme chez un homme. C'est du stéréotypage, hein, j'en conviens. Et du coup, c'est pour répondre à la question de pourquoi ça peut être dur d'être une femme aujourd'hui, parce que tout ça. Et puis, il faut avoir une vie sociale aussi. Et puis, c'est cool d'aller faire un after work, d'aller boire un verre avec des copines, faire des restos. Puis, il faut que tu fasses du sport aussi, parce qu'il faut te entretenir. Faut que tu... Et en fait, tu peux pas tout investir. Et je pense que c'est ces injonctions à devoir tout faire bien, en plus, qui est juste ultra fatigante. Là, je pense qu'une fois que j'ai dit ça, je t'ai donné le bon panel de pourquoi c'est difficile d'être une femme aujourd'hui. C'est quoi l'émotion qui te vient quand tu dis tout ça? Je suis épuisée. Ça t'épuise? Ah, ouais, c'est épuisant, t'imagines? J'arrive à m'affranchir de certains trucs, mais et puis pour le peu que tu t'intéresses un peu à ton développement personnel, ce qui est mon cas, bah, si tu dis voilà comment, alors je suis maman, mais comment être une bonne maman? Qu'est-ce qu'il faut dire à ses enfants, pas dire, comment se comporter avec ton mec ou ta meuf, hein. Ben, comment tu dois être, comment soigner son couple. Ouais, la charge aussi de qu'est-ce que je dois faire pour que mon couple soit bien. Ben, cette charge-là, si elle te revient, la charge écologique. En fait, il y a plein de trucs qui peut-être posent aussi beaucoup sur les femmes. Pas plus ou moins, j'en sais rien. Mais je pense que dans le monde aujourd'hui, c'est un peu tout ça qui vient brouiller ta tête avec cette idée d'excellence, de performance, qui, moi m'épuise complètement. Hmm. Ah, merci. On va évidemment continuer à aller là-dessus parce que d'ailleurs, j'aimerais bien que tu prennes la parole sur ce sujet sur les réseaux. Je crois pas t'avoir vu avec autant de conviction et passion et même fureur dans le bon sens du terme. Et je pense que tu aurais des choses à dire et qui seraient intéressantes. Moi, je vais même aller plus loin parce que tu prends la précaution de mettre des pincettes. On le voit bien et c'est normal. C'est un sujet qui peut être, si c'est pas clivant, en tout cas qui peut faire naître, ben voilà, de la passion dans les deux camps, si tant est qu'il y ait des camps. Euh, mais moi, je pense pas qu'il y ait de pincettes à prendre. Je pense que tu l'as dit, le monde est façonné pour les hommes et on essaye ou vous essayez d'y rentrer. Et c'est assez dégueulasse en fait. Moi, je vois enfin, moi, je supporte plus tous ces hommes qui sont dans ce côté, enfin, qui supportent pas qu'une femme puisse prenne la parole, puisse avoir des choses à dire, puisse s'habiller d'une façon ou d'une autre, puisse montrer un bout de ventre ou enfin, là, je vais un peu loin, mais je trouve ça Je juste. pense que ça existe, ouais. Oh non, mais tu t'as pas été sur ce sujet-là, mais j'y vais parce que ça existe. Il y a aussi le sujet de la sécurité. Enfin, j'imagine que l'insécurité que vous devez ressentir pour. Moi, je fais du sport et je vois bien dans les trails que je fais, il y a que seulement 10% de femmes. Déjà, j'imagine, déjà, c'est dur pour nous, mais pour les femmes où il y a des contraintes physiologiques autres, j'imagine. Mais en plus, le côté, le regard des hommes sur elles, la sécurité, l'insécurité, enfin, bon, bref. Donc moi, je partage ce que tu dis et j'irai plus loin et je supporte plus tous ces relents de, je sais pas, tous ces relents de masculinistes stupides et débiles qui n'ont pas leur place. Et Euh, puis c'est dangereux. Mm. et puis c'est dangereux quand je t'écoutais parler, je pensais à la série qui m'a un peu bouleversé, britannique sur Netflix, j'ai oublié le nom. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, un enfant qui tue, un adolescent qui tue une adolescente
et on voit le père qui s'en veut parce que c'est un peu à cause de son éducation, enfin, je sais Mm. plus le nom, mais incroyable. Et tout ça, ouais, tout ça me fait penser, oui, vous êtes partis dès le départ aussi avec, bah voilà, Adam et Ève, Ève qui croque dans la pomme, c'est de sa faute, quoi. Il y a un peu, bon, bah allez-y, maintenant Ah, on vous laisse avec ça. Ce serait quoi un monde façonné par les femmes, du coup, et pas par les hommes? ben, il serait imparfait parce que du coup, on a besoin d'être deux et je crois vraiment profondément à ça. Mais le côté positif que ça pourrait amener, parce qu'après, c'est toujours l'équilibre, c'est hyper fort chez moi. Le yin et le yang, t'as pas l'un sans l'autre, vraiment. Mais voilà, c'est clé. Et c'est pour ça que peut-être que je prends pas la parole parce que je veux pas être clivante. Enfin, j'aime bien les avis tranchés, mais voilà, je veux pas, j'aime pas le binaire. Voilà. Il faut apporter Mhm. de l'équilibre. Donc un monde par les femmes, il serait imparfait parce que on a besoin de l'homme aussi pour équilibrer. Mais je pense qu'on pourrait apporter plus de douceur. Et moi, j'ai longtemps été fâchée avec ce mot-là Ouais. parce que douceur, c'est pas vulnérabilité en fait. C'est pas faiblesse. C'est pas voilà, petite poupée bien sage, bien assise. Et moi, j'ai longtemps cru ça. Et je pense que j'incarne quelque chose de doux. Et tu vois, alors, à 20 ans, j'allais chez le coiffeur et une coiffeuse qui me dit: «Oh là là, mais c'est tellement doux, t'incarnes tel quelque chose de tellement doux.» Et j'ai fulminé à l'intérieur. Je dis: «Mais quoi, je suis pas une poupée, tu vois, j'étais en mode rebelle. J'ai de la personnalité, je suis bien plus que ça, n'importe quoi. Bon, j'avais 20 ans. Mais c'est marrant de se dire, en fait, ouais, la douceur, ben, en fait, c'est un mauvais mot, en fait. C'est un sale mot. Tu sais, faut être fort, il faut se battre. Je l'ai déconstruit un petit peu tout ça, hein. Mais, euh, mais du coup, apporter cette douceur et se dire, c'est une douceur, la douceur, ça peut être hyper puissant, en fait. Et derrière la douceur, j'y mettrais de la bienveillance, peut-être. Un côté aussi maternant, tu vois, de dire, ben voilà, hein, femme, il y a un côté de maternité, il y a la maman, tu vois, dans la symbolique. En tout cas, il y a quand même quelque chose qu'on porte. Il y a biologiquement quelque chose de toute façon qu'on porte, même si on enlève les stéréotypes, notre corps, il est là, quoi. Voilà. Donc ça, on est fait pour, voilà. Je vais pas dire qu'il faut être maman, mais j'ai envie de dire, on porte ça en nous biologiquement. Donc il y a quelque chose, une énergie maternante qui peut apporter de la douceur et de la bienveillance, en fait, dans le monde. Et du coup, cette bienveillance-là, ça apporte de l'empathie et peut-être plus de paix, donc. Voilà. Hmm. Mais voilà. J'entends aussi à travers ce côté maternant, le lien aussi que vous arrivez à créer de facto avec l'enfant, biologiquement comme tu dis, mais avec le monde aussi, avec vous, vos émotions et votre capacité à vous relier à l'autre. Je trouve qu'on perd beaucoup de liens, la connexion, le lien à soi et donc à l'autre se perd énorme, et ce qui fait que on en vient à des sociétés violentes. De toute façon, l'humain a toujours été violent, hein. Je pense pas qu'aujourd'hui soit plus violent qu'avant. Avant, c'était certainement pire. Oui. Aujourd'hui, ça prend évidemment avec les médias et l'information, ça prend notre ampleur. Mais en tout cas, vous amenez ce lien, et je trouve qu'on en manque cruellement de lien parce que ça nécessite un peu le voyage que tu as fait toi, mais ça nécessite d'aller voir à l'intérieur de soi. Pour être capable de créer du lien avec l'autre, il faut être capable de créer du lien avec soi, en toute sincérité, et d'accepter sa douceur, ses failles, ses forces, qui on est dans son entièreté, etc. Ce que beaucoup d'hommes ne savent pas faire ou plus faire parce que on n'aura pas appris, parce que c'est pas le chemin, peu importe. Euh, et, et ouais, je pense que qu'on en manque, on en manque beaucoup. C'est quoi pour toi parce que c'est un mot que tu utilises beaucoup. C'est quoi pour toi la bienveillance? La bienveillance, c'est marrant parce que j'en parle beaucoup aussi en ce moment. Peut-être parce que j'en manque un peu. Je m'en donne un peu moins. Donc Pourquoi? voilà, je suis dans cette phase de vie où je me malmène un peu, j'ai besoin de ralentir et de m'apporter un peu plus de bienveillance. Bah, comme ça, bah, la vie, elle n'est pas linéaire et je sens qu'en ce moment, j'ai besoin de m'en donner un petit peu plus. Et Avant de définir la bienveillance, tu veux nous expliquer en quoi tu te malmènes la vie? ouais, je me malmène la vie, c'est que là, je me remets des exigences. Je suis à ce stade de ma vie où j'ai remis plein de choses en question. Tu sais, bah, voilà, je suis coach, donc je développe l'entrepreneuriat. Tu le sais très bien parce que tu m'as suivi pendant 6 mois. Et c'est canon, j'apprends beaucoup, mais je me remets beaucoup en question. Et en fait, je suis à ce moment de ma vie où après avoir été expert, j'aime pas ce mot parce que je suis pas quelqu'un d'expert, mais en tout cas à l'aise dans le poste que j'avais, etc. En tout cas, je savais.
j'avais un côté un peu sachant. Je redeviens une case de débutant. Donc, de quelqu'un qui apprend, donc qui peut se tromper, donc plus vulnérable, plus fragile, justement. Et du coup, je veux combler cet inconfort d'être débutant par de l'action, par le faire, de vouloir engranger de la connaissance, de mettre en place des trucs pour avancer, pour pas rester dans cet inconfort-là. Et là, je suis en train de me mettre en ébullition où je suis en suragitation mentale et j'ai besoin de revenir à quelque chose de plus slow et de plus bienveillant en fait envers moi-même. Hmm. Mais Ok. en même temps, c'est génial parce que j'apprends plein de trucs. Via ce parcours d'entrepreneuriat, j'apprends à me découvrir dans d'autres contextes et de voir comment je réagis dans ce monde-là. Donc en fait, j'apprends beaucoup en même temps. Mais j'ai besoin de décanter tout ce que j'apprends là en remettant un peu plus de vide. Voilà. Donc j'ai besoin de me donner un peu plus de bienveillance. Ok, je comprends. Je reviendrai dessus après. Je vais te laisser nous donner ta vision ou ta définition de la bienveillance, du coup. Ouais. Pour moi, la bienveillance, c'est un mot que je chéris. Qu'est-ce que j'y mets derrière? Je pense que c'est vraiment de l'amour et de l'amour, de l'estime, de la confiance et de la paix. Voilà. Qu'on met d'abord en soi. Faut d'abord qu'on mette ça dans son cœur pour se reposer, pour se sentir bien. Et pour moi, c'est clé parce que c'est par là que, pour moi, ma croyance, c'est que tout individu devrait commencer par se donner ça. Et là, on aurait un monde qui serait complètement différent, complètement bouleversé. Et là, c'est pas une question de féminin, de masculin, hein. Je parle d'amour et l'amour, c'est tout sexe réuni, hein, tu vois. Et c'est vrai. Et je pense qu'une fois qu'on est capable de se donner ça, qu'on est en paix avec soi-même, apaisé, bienveillant, qu'on s'estime et qu'on se fait confiance, bah, on est capable de transpirer ça sur l'autre et d'avoir un regard bienveillant sur l'autre. Et après, ça fait des relations plus harmonieuses. Donc, je trouve que derrière ce que je mets dans ce mot, j'ai l'impression d'avoir une essence incroyable pour que le monde se porte mieux. Tu Tu as, vois? tu as envie que le monde se porte mieux? Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont, mais moi la première, ouais, je fais pas exception, hein. La preuve, avec ce que je viens de te dire. Mais je trouve que les gens sont très durs avec eux-mêmes. Enfin, beaucoup, je vois ça. Dans la plupart des cas, ou parce que du coup, je suis aiguisée pour voir ça. Mais les gens sont très durs avec eux-mêmes. Et c'est ça qui fait qu'on s'empêche, on se limite, on se fait du mal, hein, on s'autodétruit parfois. Et que du coup, ben, on en vient à être avec l'autre dans la confrontation, dans le conflit, tu vois, dans le non-dialogue. Et voilà, ça amène un cercle un peu vicieux. Hmm. Donc, ouais. Tu vois beaucoup de personnes autour de toi qui sont dans ce cas-là? Qui sont dures avec elles-mêmes? Ouais, pardon. Ouais, ouais, bien, ouais, oui, carrément. Et c'est ce qui m'a amené aussi à prendre ce positionnement-là au coaching. C'est, je l'ai vu, ne serait-ce que dans mon cadre professionnel et même amical, hein, ce soit, alors c'est beaucoup de femmes, parce que le fait est que là, pour le coup, je parle beaucoup avec des femmes dans cette nouvelle partie de ma vie. Je parle toujours avec des hommes, mais en tout cas sur cette partie problématique de femmes, je suis beaucoup entourée et nourrie de ces discours-là, de je suis pas assez, c'est pas assez bien, ou alors je rejette la faute sur l'autre, mais sans jugement hein, quand je dis ça. Je rejette la faute sur l'autre, donc du coup je vais me fermer, du coup je pense que c'est qu'un con, bah, puisque c'est comme ça, je vais être comme si, je vais être dans l'offensive. Et tout ça derrière c'est de la peur en fait, parce que on se donne pas assez d'amour, tu vois. Hmm. Et du coup ça fait des personnes qui sont frustrées, en colère, épuisées, ouais voilà, et qui sont déprimées. Et là, ça amène beaucoup. Alors, je pense, moi, j'accompagne. Enfin, je suis plus sensible plutôt aux problématiques de burn-out et de bore-out. Tu sais, tout ce qui est perte de sens et l'ennui au travail. C'est plutôt ça qui me touche et c'est plutôt ça que je constate en entreprise que des burn-out. Je suis plus sensible à cette cause-là. Mais du coup, ouais, c'est beaucoup ça que je vois et ça me fait mal au cœur parce que je l'ai traversé. Et du coup, alors je suis pas sauveur, hein, mais je suis sensible à ça et je me dis que si je peux contribuer à ceux qui le veulent et voilà, à s'apporter ce mieux-être-là, ce serait déjà canon. Comment t'expliques que la perte de sens aujourd'hui au travail, euh, je vais dire, se multiplie? On en voit de plus en plus. Comment t'expliques ça? Toi-même, tu l'as vécu d'ailleurs?
Ouais, je l'ai vécu et je chemine un peu là-dessus, et je discute, enfin voilà, de ce que je vois, observe et discute, ma perception, encore une fois, c'est la mienne, hein. Moi, je l'ai vécu aussi parce que j'ai travaillé dans des grands groupes, et donc, voilà, je peux pas dire que je vais parler sous ce prisme-là. Voilà, moi, j'ai ces lunettes-là. Mais tu vois, quand tu es en poste dans des grands groupes, en fait, déjà, je pense qu'il y a une vision qui est mal incarnée. Et donc, du coup, quand ça redescend sur les strates intermédiaires, il y a une perte de sens sur, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire et en quoi les actions qu'on mène, elles sont alignées avec la vision. Donc déjà, il y a un truc qui n'est pas clair. Je pense qu'il y a, d'ailleurs, il y a tout le phénomène avec le bouquin Les bullshit jobs. Mm. Je me faisais le constat, mais je pense que je l'étais déjà fait, mais je me suis refait le constat hier à ma machine à café. Mais en fait, mon dernier poste, à la fin, je me suis dit, je pense que c'était un bullshit job parce que je le faisais. Bon, ça avait son utilité, hein, je dis pas que je servais à rien, hein, mais bon, je partais, je me mettais en arrêt, je me cassais le pied pendant 3 mois. La boîte, elle allait très bien se porter, en fait. Mm. Voilà, donc tu es remplaçable et qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de strates qui sont mises où finalement, tu sais plus trop qui fait quoi. Il y a une espèce de brouhaha où tu te dis, tu fais des réunions pour faire des réunions, mais c'est cool parce que pendant ce temps-là, tu as le sentiment de travailler, mais en fait, tu produis pas grand-chose. Les managers, ils sont un peu dans le flou, ils ont pas toujours les responsabilités pour bien te guider ou pour répondre à tes questions. Donc, en fait, tu es dans un no man's land où tu te sens pas non plus écouté, etc. Donc, je pense qu'il y a un manque de reconnaissance, une perte de sens de pourquoi je fais ça, l'utilité de mon poste. Voilà, chaque équipe s'est silotée, donc en fait, chacun travaille pour sa paroisse, mais voilà, ça manque de cohérence et de convergence. Je pense que tout ça, ça contribue aussi à une perte de sens assez incroyable. Une complexification des organisations et des process, la lourdeur, un manque d'agilité où tout le monde dit oh, on fait de l'agile. Moi, je viens des projets web, on fait de l'agile, on fait de l'agilité. Non, tu as envie de faire de l'agilité, tu t'en sers comme excuse pour ce qui va bien, mais tu n'en fais pas. Parce que c'est un état d'esprit, une philosophie. Pour l'incarner, faut y aller là, tu vois. Tu viens de dire, je vais sortir un truc, je fais les boules que tu mets sur la table, mets-les à profit pour quelque chose de juste que pour ton ego. Au passage, peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'égoïsme en fait dans tout ça. Et de dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est plaire à mon patron. Ce que je veux, c'est voilà, être entendu. Et en fait, peut-être qu'on est trop individualiste aussi dans nos façons de travailler ensemble et qu'on travaille plus pour un esprit collectif, mais on travaille chacun pour sa carrière. Peut-être que du coup, ça silote en plus. Voilà, mais ça, Ouais. c'est ma vision. Ouais, Mm. non, c'est intéressant. Je retrouve beaucoup ça dans beaucoup de, soit des lectures, soit des observations où il y a une espèce de disparition de cet aspect bien-être, enfin, ce bien commun, quoi. Tu sais, le bien commun, le truc que collectivement on va tous ensemble essayer de chérir ou protéger ou faire grandir, en l'occurrence à travers une entreprise, mais dans les sociétés, ça s'est vu sur d'autres choses. Je trouve que ça disparaît effectivement au profit de l'individualisme et de la carrière, enfin, entre autres. Le Covid aussi, j'ai eu l'impression que ça a accéléré Bah oui, énormément. Enfin, il y a eu comme si le carrément. monde, comme s'il y avait eu un bug dans la matrice, quoi. Carrément. T'en Non, mais penses c'est quoi, ça. toi? Comment t'as vécu cette phase-là? Carrément. Ah, j'ai mon chat qui se manifeste. Mais je pense que oui, c'est très vrai. Il y a un besoin de sens, un besoin d'émancipation que le Covid a complètement accéléré. Et c'est canon, parce qu'en soi, ça veut dire qu'on s'intéresse plus à soi, à ce qu'on veut, et je trouve que c'est top. Mais pour moi, c'est une partie du chemin et il faut pas, tu sais, c'est comme dans le développement personnel, c'est bien et c'est pas bien. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de nous questionner sur soi, mais il faut pas oublier l'autre partie que parce que maintenant on se connaît mieux, en fait, il faut mettre ça au service Hmm. des autres. En fait, on vit quand même dans une société. Donc, euh, donc voilà, je trouve que s'intérioriser, répondre à ses besoins, oui, mais il faut pas s'arrêter là, quoi. C'est comment maintenant je mets ça à profit dans mon écosystème. Enfin, il faut rester ouvert aux autres. Et, c'est une digression, mais pas tant. J'aime beaucoup la phrase que je lis en ce moment que j'ai catché plusieurs fois. C'est en fait, on se construit et on se connaît mieux aussi et on se façonne dans le regard de l'autre aussi. Et qu'en fait, on a besoin de l'autre aussi pour savoir qui on est et ce qu'on veut faire. Et ça, je trouve que c'est important. C'est bien de se poser les questions de l'intérieur,
Mais c'est bien aussi de rester connecté en fait au monde. Ça vient vraiment enrichir ça. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Et souvent on a tendance à dire pose-toi tes questions intérieurement. Non, mais ça doit aussi venir de l'extérieur. Il faut trouver ce bon équilibre-là. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un peu la critique qui est faite au dev perso d'être trop centré sur soi, voire parfois culpabilisant parce que la meilleure En version de plus. soi-même dans un système qui parfois nous empêche. Euh, c'est très juste. Et le, tu penses quoi de l'entreprise, toi? J'ai l'impression, je te pose la question parce que bon, ça fait 5 6 ans maintenant, enfin 5 ans que j'observe ça de l'extérieur parce que je suis plus dans une entreprise. J'avais déjà, quand j'ai occupé des postes de manager, un regard assez critique, eu égard à ce que tu as expliqué avant, hein, ces fonctions qui n'ont pas lieu d'être, enfin, et tout ce que tu as dit avant. Mon regard aujourd'hui, il est encore plus, parce que je trouve qu'il est, mais c'est ma vision, euh, et j'ai dit que je prenais pas de pincettes, c'est le nouveau No Rules. Euh, non, mais je trouve qu'il est très castrateur, contraignant pour l'humain, pour la personne, dans la mesure où on cherche à développer des individus, c'est-à-dire des personnes qui rentrent dans un moule, une norme sociale, mais on ne fait pas attention à la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ses valeurs, ses envies, ses joies, ses désirs, ses peurs. Euh, et j'ai l'impression que plus ça avance, plus en fait, les générations qui arrivent, alors soit Covid, soit carrément génération téléphone, quoi, hein, c'est un monde, quoi. Elles sont plus, l'entreprise est inadaptée pour ces générations-là. C'est plus possible, quoi. J'ai l'impression. Je sais pas toi ce que tu en penses de tout ça. Et puis comme c'est un positionnement que tu as dans ton activité d'entrepreneur, Ouais. c'est intéressant aussi. Oui, carrément, surtout que j'en parle pas parce que je juge pas les entreprises et mon regard là-dessus. Mais pas encore, voilà, ça Enlève c'est les question. pincettes, Caroline. Vas-y, t'es Ah sur nos ouais, rules. ouais, non, mais c'est question. Et c'est bien, mais parce que j'ai besoin de profondeur et de Bien temps et sûr. d'espace. Donc tu me le donnes Je suis et d'accord. c'est top. En fait, je suis carrément d'accord avec toi et je te rejoins. Et je me dis que les entreprises, oui, effectivement, bah, en fait, elles doivent répondre à des KPI, des objectifs de chiffre d'affaires, voilà, des OKR maintenant. Et du coup, c'est comment, en fait, un individu va répondre à ces cases. Voilà, tu as un objectif, tu dois rentrer là-dedans, tu as ce moule, on te dit, enfin, ouais, t'as même pas à réfléchir au comment, c'est tu fais ça, ou si tu réfléchis au comment, c'est dans un cadre hyper étriqué, etc. J'ai écouté aussi un podcast ce matin. Et en fait, se dire, bah, même quand on sort d'école, quand on se spécialise, on t'apprend à faire un métier. Tu vas dans une école de commerce, tu vas faire ton diplôme d'école de commerce, et puis en fait, tu t'es nourri que de gens qui font une école de commerce. Et aux alentours du campus, il y a rien d'autre. Tu vois, tu ne nourris pas ton discours avec des scientifiques. Voilà, c'est très monotache. En fait, on se spécialise, on s'expertise. Et du coup, on perd un peu cette transversalité, cette curiosité. Et je trouve que l'entreprise ne nourrit pas la curiosité d'aller explorer des terrains un peu moins conventionnels. Mm. Elle veut pas se l'autoriser, je pense. Parce que perte de temps, peur de perdre en efficacité, en efficience, peut-être. C'est mon regard, hein. Et du coup, bah, je pense que ça crée des hommes robots qui en ont marre d'être des robots et que ces entreprises-là, ma croyance, ma conviction, c'est que bah, elles vont se planter. Qu'elles vont se planter parce que ouais, les nouvelles générations, elles prennent encore plus soin d'elles et qu'elles sont pas dupes et qu'elles n'ont pas envie de rentrer là-dedans. Déjà, j'imagine, je pense, qu'elles Mm. vont avoir encore plus de mal à recruter si elles enclenchent pas un changement profond. Il y a des entreprises qui essayent, après, il faut vraiment l'incarner, de dire non, ok, on veut que vous développiez votre curiosité, comme tu vois Google qui dit ok, un jour par semaine, vous prenez un congé et vous développez des projets perso à côté. Ben, ça, je trouve que c'est vertueux parce que de venir nourrir une curiosité sur un sujet qui a rien à voir, ou tu vois, le sujet des side business, Mm. bah, ouais, je trouve que c'est super enrichissant en fait pour tout le monde, c'est hyper vertueux. Donc, ouais, je trouve que les entreprises qui enferment dans les codes, je pense qu'elles se plantent et que ça va pas leur rendre service et que si ça les fait pas cracher, ça va leur faire vraiment mal. Voilà. Parce que je pense que la performance et l'efficience, c'est pas si plus suffisant. On n'est plus dans une société de productivisme. Donc voilà. Et que les gens ont envie de nourrir d'autres choses. Et que pour moi, je pense que demain, c'est surtout le brown et le bore-out qui va vraiment s'installer parce que les gens, ça les nourrit plus, quoi. Ouais. Ça les nourrit plus du tout. Et je pense que c'est pas efficient. Donc, c'est pas gagnant-gagnant. Donc, voilà. Ouais, je trouve qu'il y a elles sont beaucoup drivées ces entreprises par la peur en fait, et la peur qui engendre le cadre, la rigidité et le contrôle.
et pas suffisamment par l'abondance, la joie, la curiosité, mais même aussi le côté, l'incertitude en fait, qu'amène tout ça. Et je crois que les personnes, et encore une fois, c'est systémique, c'est très systémique. Je pense que c'est le système de l'entreprise qui veut ça. C'est pas une personne en particulier, Ouais. mais euh, les personnes à l'intérieur de ces systèmes, en fait, c'est comme si elles perdaient un peu de leur âme d'enfant aussi. Et elles oubliaient que quand elles sont au plus proche d'elles-mêmes, au plus simple, au plus naturel, comme qu'elles étaient enfants, elles acceptent le jeu, l'imprévisibilité, l'incertitude, parce qu'elles savent que derrière, ça peut nourrir, c'est la sérendipité, quoi. Ça peut amener des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant. En fait, elles perdent ça. Et en perdant ça, on perd le côté entrepreneurial, en fait. Et donc Ah, l'innovation, et ouais. donc ce qui fait une entreprise. Enfin, ça résonne beaucoup ce que tu dis en moi, et j'ai une vision assez tranchée pour le coup, moi, de l'entreprise, mais ce que j'entends aussi, c'est que j'ai un peu cette impression, avec le Covid, le soloprenariat s'est beaucoup développé. On en fait partie notamment. Il y a eu une vague de solopreneurs, de micro-entreprises, on va dire, solopreneurs, etc., avec l'effet de mode de travailler digital nomade, quoi, ou travailler chez soi, en pyjama, etc. C'est un doux rêve, certains y arrivent, bon, il y a quand même 90% des gens qui se cassent un peu les dents. Moi, j'y vois surtout une solution hybride avec possibilité d'avoir quelque chose en entreprise pour ce que ça apporte, peut-être une sécurité, mais aussi l'appartenance qu'on perd dans le soloprenariat, pardon, mais aussi la possibilité à côté de ça d'entreprendre sur des projets simples, des projets, quel que soit le projet, pour aller chercher peut-être plus l'épanouissement ou l'accomplissement, si on reprend la pyramide de Maslow. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, c'est une vision que j'ai l'impression que c'est peut-être ça le modèle de demain. On n'est pas obligé d'aller dans l'un ou dans l'autre, ou de faire une opposition, mais il y a peut-être une solution hybride qui peut apparaître, qui serait intéressante, peut-être gagnant-gagnant pour tout le monde finalement. Toujours dans la Ben création ouais, de valeur, quoi. carrément. Mais ouais. Et je pense que, et en plus, je l'incarne, alors je l'incarne bien d'une certaine façon parce que donc je développe l'activité de coaching autour de la perte de sens au travail. Et en même temps, je travaille en entreprise, moi. Mais par contre, j'ai changé de taille d'entreprise. Et je suis plus dans un grand groupe, je suis dans une entreprise de taille beaucoup plus petite. Et je renoue voilà, des choses que j'ai perdues. Parce que pour le coup, je suis dans un poste où on va vraiment venir nourrir la curiosité, etc. Donc, déjà, voilà, pourquoi je te dis ça, c'est parce que je pense qu'il y a quand même des modèles d'entreprise, Dieu Hmm. merci, qui sont à contre-courant et qui ont capté qu'il fallait faire autrement et que une entreprise, et je parle bien d'une entreprise, hein, donc pas quelque chose de philanthropique, hein, une entreprise Ouais. qui doit fonctionner peut être drivée par la curiosité, de l'empathie et en même temps d'avoir l'ambition et de se donner les moyens de réussir à atteindre des objectifs, tu vois. Et c'est pas antinomique. Il y a des entreprises qui l'incarnent très bien et je pense que ça, c'est une clé de succès. Donc voilà, ça. Et donc, voilà, donc j'ai ce poste-là que j'ai, et puis je développe mon activité à côté. Et ce qui est super, c'est que en plus du soloprenariat, tu as peut-être aussi une augmentation de tout ce qui est side business dont je parlais un peu tout à l'heure. Et que d'avoir un petit projet à côté, bah, ça permet aussi de venir nourrir ce que tu ne nourris plus dans ton entreprise et d'apporter ce vent de fraîcheur là aussi à ton entreprise, si tant est qu'elle y soit ouverte et réceptive. Parce que c'est pas toute, je peux en témoigner. Mais voilà, et du coup, je pense que c'est aussi une solution et une alternative qui sont de notre contrôle. Enfin, c'est notre autonomie, notre responsabilité de dire oh bah tiens, je vais essayer de développer quelque chose sans tout plaquer et partir élever des moutons dans le Larzac ou faire une levée de fonds pour ouvrir un restaurant ou tout quitter et me lancer dans une activité de coaching, par exemple. Bah, des fois, c'est peut-être aussi de venir nourrir graduellement un projet et se laisser le temps. Et se laisser le temps. Et se laisser le temps, c'est hyper clé parce qu'aussi, on est dans des sociétés de vachement du vite, 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 vite. Et là, c'est ce que j'expérimente. Et là, j'ai besoin de ralentir là-dedans. Mais je pense qu'on peut trouver un équilibre là-dedans si on sait bien placer le bon curseur. Tu vois. Hmm. Ouais, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que au-delà de dire, enfin voilà, entreprise par entreprise, soloprenariat ou pas, t'as appris à t'écouter et du coup aller chercher ce que tu avais besoin de nourrir à ce moment-là. Aujourd'hui, tu avais besoin de retrouver, enfin connaissant ton parcours, parce que pour les raisons que tu as évoquées, mais
de retrouver cet esprit d'équipe, ce qui te manquait un petit peu dans l'entrepreneuriat, et puis voilà, des stimulations autres que d'être seul avec soi et travailler pour son business, bah, tu as été le chercher auprès d'une entreprise qui te correspond aujourd'hui, peut-être qu'elle ne te correspondra plus, pardon, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Ouais. Mais je trouve que c'est très cohérent et c'est très bienveillant du coup envers toi. C'est-à-dire que tu t'écoutes et puis voilà, et je pense que le monde va se construire comme ça demain. Là où avant il fallait 40 ans de carrière pour avoir la retraite, bah on a aujourd'hui on veut vivre pleinement ce qu'on vit dans l'instant. Et puis bah ça passe exactement comme tu le fais. Je trouve ça. Et donc et en même temps tu t'autorises à avoir ce projet d'entrepreneuriat. Enfin, je trouve ça très hyper chouette la manière dont tu fais les choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi euh, ouais, le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat, etc. C'est quoi la plus grande richesse que tu as obtenue? Ben, déjà, ça répondait à un appel profond de renouer à de la stimulation et de la créativité, ce que je ne nourrissais absolument plus dans le poste dans lequel j'étais. Euh, mais voilà, c'était moi. Je trouvais plus de quelle façon je pouvais m'épanouir. Enfin voilà, ça marchait plus. Voilà, c'est une histoire d'amour qui s'est terminée. Voilà. Donc vraiment, j'ai renoué à ça et ça m'a donné un relan d'énergie, d'enthousiasme et de plaisir que j'avais perdu. Et c'est ça aussi en entreprise, c'est qu'on ne nourrit pas le plaisir. Et le plaisir, c'est quand même un sacré levier de motivation. Mm. Et donc voilà, moi j'ai vraiment renoué avec ça, une stimulation aussi intellectuelle, ce que je ne nourrissais plus du tout non plus en entreprise. Donc moi, ça m'a permis tout ça. Et en plus, plus introspectivement, parce que tu sais, j'adore ça, ça m'a permis de me voir dans un autre contexte. Et en fait, de voir aussi, ben, déjà moi, comment je réagissais dans un autre contexte, quand je me challengeais, quand je me mettais un peu plus en difficulté, à sortir de ma zone de confort, oser des trucs qui me faisaient peur, voilà, un autre stress, voilà, comment moi je réagissais à ça. Donc déjà, j'ai appris à mieux me connaître. Et puis j'ai appris aussi à me voir d'une autre façon à travers le regard de l'autre. Ben voilà, il y a moi une façon dont ça commençait à l'école de coaching en fait avec mes pairs dans le groupe. En fait, la façon dont ils me voyaient était différente de celle dont mes collègues me voyaient. Et je me dis ah mais tiens en fait je suis ça aussi, je suis aussi cette part-là, je peux aussi inspirer ça, je peux aussi renvoyer cette image-là. Et je trouve que c'est chouette aussi de mélanger les contextes et les domaines dans lesquels on évolue, parce que ça vient vraiment enrichir toutes ces parts qui te constituent. Parce que je pense que dans mon emploi précédent, il y avait une version de moi, mais qui n'était pas toute. Donc j'ai appris à découvrir les autres facettes qui me combinent et d'essayer de faire un beau puzzle avec ça. Et je continue encore. Là, j'ai changé d'entreprise dans un autre contexte. Et ben voilà, c'est d'autres parts que je viens découvrir, apprendre, etc. Et ça, je trouve ça hyper riche. Et il n'y a pas besoin de lancer un business pour ça, hein. Des fois, c'est juste, ben, je sais pas, intégrer un groupe de marche, aller dans une association, se mettre à la danse. En fait, c'est juste aussi d'être en contact avec d'autres sphères. Moi, ce qui me pesait lourd dans l'entreprise, c'est de me dire, mais en fait, je suis tout le temps en contact avec le même type de personnes qui se fringuent pareil, qui pensent pareil, qui a les mêmes codes, regarde les mêmes séries, tu vois. C'est vrai. Et en fait, je me dis, bah, alors c'est bien, c'est moi, donc je suis très imprégnée de ça. Mais je me dis, bah, c'est pas la vraie vie quand même, enfermé dans un truc. Et j'aspirais aussi à plus de diversité dans les personnes que je pouvais rencontrer aussi. Donc ça a nourri ça aussi, de m'ouvrir plus au monde et de dire, ok, ben, ce mode de fonctionnement-là, il est bien, il est pas bien. Mais il y en a d'autres en fait. Et puis dans lequel toi, tu te sens mieux. Je trouve que ça, c'est une richesse incroyable. Tu aimes beaucoup ce côté interaction avec l'autre et te découvrir à travers le regard de l'autre, ce que tu disais avant, dans Ouais. le côté bienveillant. Euh, Aujourd'hui, tu arrives à rencontrer un maximum de personnes de diversité? Bah ouais, oui quand même. Oh, pas tout, hein, pas voilà, puis c'est infini. Il y a une infinité de personnalités et comme j'aime pas les mettre dans des cases. Mais en tout cas, ça suffisamment pour aujourd'hui me dire il y a de la variété. Parce que même si je côtoie les mêmes publics qu'avant, je les ai élargis. Déjà, je discute beaucoup avec des coachs, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça me nourrit beaucoup d'une certaine façon. Dans mon entreprise aussi, je suis amenée à évoluer avec d'autres personnes. Et ce que j'aime beaucoup, bah tiens, d'ailleurs, dans l'entreprise dans laquelle je suis salariée, c'est que je suis dans une entreprise adaptée. Les entreprises adaptées, c'est des personnes, enfin, c'est des entreprises
qui doivent respecter un certain nombre de personnes en situation de handicap. Donc, typiquement, on est 70% de personnes en situation de handicap. Et ben, je trouve ça top, parce que en fait, c'est des handicaps qui sont invisibles. Donc, en fait, des gens que je pourrais croiser dans la rue, voilà. Mais du coup, ça m'ouvre aussi à une façon plus large de comment fonctionne l'autre et de voilà de leur mécanisme et de voilà de ce qui est ça parle de limites, mais ça parle aussi de changement de regard. Enfin voilà, je trouve que c'est vachement nourricier ça aussi. Donc rien que pour ça, je me dis ah ouais tiens, je suis en train de voir des choses que je suis pas habituée à voir ou des choses qui existaient mais qui étaient planquées, des choses qu'on montre pas trop, dont on ne parle pas trop. Bah ici c'est la norme, on parle de handicap complètement de manière décomplexée. On parle qui veut, hein, on n'oblige Mm. personne, mais on sait que c'est là et en fait on baigne dedans et il y a une forme de bienveillance aussi autour de ça et de diversité de profils que je trouve vachement riche en fait. Et puis voilà. Donc ouais, pour l'instant je nourris ça. Et puis il y a un jour où je voudrais encore le nourrir un peu plus loin. Et du coup ça m'apporte déjà cette petite vague de fraîcheur, de me dire ouf, ok, ça me reconnecte à l'humain quoi, et à son authenticité, tu sais, à qui ils sont. T'en as besoin? Voilà. T'en avais besoin? Ouais, parce que j'ai dit j'ai l'impression d'être enfermée dans un moule qui est bien, pas bien, hein, c'est pas, y a pas de jugement, mais qui ne suffisait plus. J'avais envie d'apporter un peu de variété à ça. J'en ressentais le besoin. Donc là, je me dis, ok, cet objectif plus ou moins explicite que je m'étais formulé, je l'ai atteint. Tu vois. Aujourd'hui, ça m'exalte, voilà, ça me stimule de voir d'autres choses, d'autres personnes. Ouais. J'aime bien l'exaltation, on l'a jamais dit encore dans le podcast. Ah voilà. Un mot, c'est bien d'utiliser des nouveaux mots. Qu'est-ce que t'as pas encore, qu'est-ce que tu n'as pas encore exploré dans ta vie? Hmm. Oh. C'est une bonne question, tu me sèches là. Sans doute, bon, forcément plein de choses. Après, des choses que j'ai pas explorées, que j'aurais envie d'explorer, j'ai envie de dire. Oui, On n'est le pas là prochain. pour souffrir, ok? Euh, Qu'est-ce que j'ai pas encore exploré? Oh, en fait, j'ai tellement encore. Ouais, parce qu'en fait, je me dis, je me vois encore à la première marche de l'escalier de ce vers quoi je veux aller. Donc, en fait, ouais, je me dis les marches d'après, en fait. C'est quoi la marche d'après? Ah, la marche d'après, c'est là, voilà, je chéris ce projet de développement d'activités de coaching. Je sais que voilà, je suis à un point, mais je pense que petit à petit, voilà, le point, il va évoluer. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, je me fous un peu la paix, mais voilà. Donc déjà, bien comprendre là où je veux aller et puis enfin, arriver à ce moment où, voilà, si on fait du coaching, là, toi et moi, je vais te dire, ben voilà, l'objectif, c'est que, voilà, tu me dis dans une temporalité X, je me retourne et je me dis, ouais, ok, c'est bon, j'ai développé ce projet d'entreprise et j'y suis arrivée, quoi. Et maintenant, je me vois, voilà, comme une entrepreneuse qui a réussi, qui a mis en place ça, ça, ça. Parce que j'en suis au début et c'est ok. Et j'accepte l'inconfort de cette position. J'entends le ton que j'emploie. Ouais, c'est inconfortable, hein. Mais envie de me dire, ouais, tu vois, c'est ça que je voudrais explorer en fait. Hmm. C'est ça qui me challenge. En fait, je suis déjà en train de le faire, mais c'est ça que je veux explorer et que j'ai pas encore exploré complètement. Comment tu, euh, comment tu vois la spiritualité? Bah, pour moi, elle est de plus en plus essentielle. En fait, enfin, bon, je sais enfin, je pense que tu me connais, donc je pense que tu m'amènes pas la question pour rien. Et c'est un truc auquel j'ai goûté très naturellement, automatiquement toute petite. Tu vois, quand je te dis, j'ai dans mes cahiers, enfant, alors peut-être une dizaine d'années, j'écrivais pourquoi le monde, en fait, est-ce qu'il y a des dieux? Et en fait, tu sais, on est une grande partie d'échecs. Tu vois, enfin, je sais pas, j'avais des trucs comme ça. Je voulais me représenter l'image du monde, tu vois. Est-ce qu'on est des petits humains dans un laboratoire où il y a des dieux qui nous regardent et qui nous disent, tiens, je vais mettre un humain là et je vais voir ce que ça fait, tu vois. Je m'amusais à me représenter des trucs comme ça. J'avais beaucoup le temps. Et d'ailleurs, c'est génial parce que toutes ces pensées-là, je les ai beaucoup retrouvées dans les romans de Bernard Werber. Hmm. Tu vois, avec les Thanatonautes, voilà, l'Empire des anges, nous les dieux. En fait, ça a vibré comme une révélation pour moi. Je dis, ce mec a écrit mes pensées dans mes carnets d'enfants. Waouh! Donc, j'ai ressenti une grande connexion avec lui à ce moment-là.
Et donc, et c'est chouette parce que cette spiritualité-là d'enfant, ben, je l'ai vachement mis à couvert de, tu vois, mes grands frères, même si ça change aujourd'hui aussi pour eux, mais et d'autres me disent oui, ouais, spiritualité, enfin non, cartésien, je crois que ce que je vois, nanana. Donc j'ai vraiment étouffé ça, comme j'ai étouffé ma féminité, ma sensibilité, jusqu'à ce que ça repop, voilà. Et aujourd'hui, elle prend de plus en plus de place et j'explore aussi là-dedans. Et ça, c'est et déjà moi, ça m'aide dans mon alignement. Je me questionne aussi beaucoup par rapport à ça. Mais je peux être en conflit aussi avec ça. Tu vois, les côtés cartésiens, le côté non, j'ai envie de croire. Bon, j'ai décidé que j'avais envie d'y croire et d'explorer. J'essaie je me réconcilie avec ça. Et voilà, et ça devient de plus en plus essentiel. Et, euh, et là, d'autant plus que, ben, toi, tu le sais, moi, j'ai perdu un de mes frères il y a quelques semaines, ouais, un mois. Et en fait, ça m'aide beaucoup, la spiritualité pour ça. Parce que ça me permet de me sentir connectée à lui et je vis beaucoup mieux mon processus de deuil grâce à ça, par exemple. Donc, c'est une vraie aide. Et puis, ça m'aide aussi à cheminer, ça stimule ma créativité, ça m'aide à m'ancrer. Donc, en fait, une ressource incroyable aussi. Qu'est-ce que tu as découvert ou redécouvert en te permettant d'explorer ce domaine-là? Ce que ça m'a permis de découvrir Ouais. ou de... Moi, je pense qu'il y a une forme d'apaisement là-dedans. C'est parce qu'on est dans des mondes hyper connectés, rapides. Et moi, la première, hein, je suis très digital friendly, donc ça va vite. Et la spiritualité, elle invite à aussi une espèce de, en tout cas, telle que moi je la vis et tout ça, hein, un retour au calme, à l'essentiel. Donc moi, ça m'aide, tu vois, en mode, on redescend, ok, observe, qu'est-ce qui se passe, ressens, se reconnecter au corps et tout ça. Hmm. Donc ça, ouais. Et puis il y a une sagesse dedans. Et ce que j'adore dans la spiritualité, c'est que ben t'as une grande marmite et tu mets ce que tu veux dedans. La spiritualité, elle est propre à chacun. Tu vois, c'est ça qui est différent d'une religion ou d'un courant, d'un dogme. C'est que en fait, tu viens piocher les choses qui te font du bien, qui t'aident, et tu construis ta spiritualité. Et à la fin, voilà, t'as un truc qui te ressemble. Donc ça, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un chemin infini. Donc voilà, moi ça m'aide à cheminer, à trouver ma philosophie de vie, à décider ce que je veux incarner et ce que je veux apporter au monde. Voilà, moi c'est par cette porte d'entrée-là que je viens nourrir ça aussi. C'est quand la dernière fois que tu as manqué de sincérité envers toi-même? Ah là 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 là. Pouf, on va me faire un petit temps de réflexion. Hmm, je sais pas si, je sais pas si c'est de la sincérité ou de la non-écoute, tu vois. Mais ça peut se rejoindre, je pense. Et ben typiquement, ouais, enfin ça, je vais te dire ce qui me vient. Et c'est que là, je suis beaucoup, ouais, j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai envie d'atteindre un niveau que je ne peux pas encore atteindre parce que bah, il faut du temps. Je pense qu'il faut vraiment du temps pour que les choses se fassent et je sens que j'ai besoin de temps, mais je ne me l'accorde pas en fait en me disant mais non, il faut continuer, il faut faire vite, il faut continuer à mettre en place des choses et en fait je m'épuise complètement. Là, j'ai cette prise de conscience où il faut que je sois plus slow. Donc là où je suis pas sincère avec moi, c'est que bah, je dis je n'écoute pas. Je dis, oui, 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 t'as besoin de ralentir, mais continue. Et puis dis aux autres de ralentir aussi, par contre. Là, une espèce de dissonance là qui me met pas très bien, que je travaille. Et voilà. Mais tu vois, c'est peut-être une forme de fuite aussi. C'est intéressant ça. Tu vois, de l'inconfort. Je suis aussi dans une période de deuil, donc c'est intéressant de voir, tu vois. Hmm. Ouais. Donc, fin de fuite. Et en même temps, c'est comme ça. Donc, j'essaie de pas trop me culpabiliser. Mais voilà, mon enjeu, il est là aujourd'hui. Ouais, ouais, je vois très bien ce dont tu parles et je pense qu'il n'y a pas de,
Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de règle en l'occurrence, et que bah, voilà, faut accueillir la phase. Effectivement, parfois ralentir pour observer, ça fait du bien, mais peut-être que tu avais besoin de cette phase d'accélération aussi. Faut Ouais, accueillir. ouais, c'est ça. Là, c'est juste, il y a une phase où le vase, là, il est rempli Hmm, et j'ai besoin de le vider, que la vase, elle retombe au fond du vase, là. La vase descend dans le vase et de remettre au moins les pierres qui vont bien, c'est ça, voilà, ouais. C'est pour ça. garder en clarté d'esprit. Mais c'est juste, mais c'est intéressant de l'observer Très. et parce que moi, c'est un apprentissage. Donc, enfin, je suis contente de l'expérimenter, de le vivre, même si c'est Hmm, inconfortable et fatigant. Mais si j'arrive à m'écouter en étant sincère avec moi, j'en tirerai des grands profits. hmm. Mais c'est ça, tu fais le choix de le vivre, hein. C'est la différence avec le subir. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, hmm, hmm. Ah, t'as les questions qui font bugger là. Ma plus grande peur, allez, je sais pas, allez, de pas avoir assez de valeur. Ok. Ouais. C'est-à-dire? Que c'est de pas avoir ma place ou de pas être assez entendue ou reconnue. Tu vois, il y a peut-être un Ok, truc d'accord. autour de ça. Ouais. Ouais, d'accord, je comprends mieux, j'avais compris autre chose. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est pour ça que il y a peut-être, est-ce que c'est pour ça que tu ne t'autorises pas à être, je reprends tes termes, hein, c'est pas moi qui interprète, hein, Mm, mm. plus tranchante parfois sur certains sujets? Ouais, je pense. Oui, oui. Après, tu vois, on parle beaucoup d'authenticité, il faut être authentique, nanana, mais c'est un travail, hein. Le sujet est complexe, tu vois, je trouve. Parce que authentique, je le suis, parce que enfin, je raconte ce que je crois. Mais ouais, je pense que même si je me suis affranchie d'un peu du regard des autres, jamais complètement. Et je pense que c'est un chemin. Et c'est vulnérable de dire ça. D'autant plus que quand tu es coach, tu dis non, mais attends, là, il faut que, tu sais, il faut que je sois le cordonnier bien chaussé. C'est dur Et- de te raconter ça. Mais en même temps, c'est vrai, quoi. Donc, je suis en chemin comme tout le monde, en fait. J'ai pas besoin de cocher toutes les cases. Mais, euh, mais ouais, ce côté, avec mes digressions, je finis par perdre mon fil. Mais ouais, je raconte pas tout parce que, pourquoi? Il y a la peur du regard des autres. Et, et que, en fait, ce que je pourrais raconter, ce serait creux, pas assez bien. Voilà, ça, ce serait une peur. Et du coup, il y a une peur du jugement là-dedans. Tu vois, que ce soit ok, pas. Voilà. Et ce qui est renforcé par la posture du débutant, même si mes croyances, je les ai pas forgées les semaines dernières. Voilà. Donc c'est tout un contexte. bien Et sûr. ça, oui, oui, je pense que ça empêche un peu. Mais c'est ok, je suis en chemin, quoi. Franchement, ouais. De quoi t'es le plus fier? De quoi je suis le plus fière oh, de moi. Non, mais ouais, en fait, je suis fière de ce que j'ai accompli. Voilà, vraiment. Parce que parce que j'ai fait plein de trucs super. Je suis déjà contente de là où je suis arrivée, de tout ce que j'ai mis en place pour y arriver, en fait. Voilà. C'est déjà Ça, pas mal, hein. c'est déjà pas Ouais. mal, hein, Ouais. carrément. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la petite fille de la campagne? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? J'ai envie de lui dire qu'elle peut se faire confiance et que ça va aller. Et, et qu'elle n'oublie pas, enfin voilà, qu'elle soit elle-même en fait, qu'elle reste ouverte et connectée à l'amour. Et la petite fille, elle a un message aussi pour moi, tu sais. Elle te dirait quoi? Elle me l'a dit, enfin, je me le suis dit. Quand j'étais petite, je me suis dit, à moi adulte, Caroline, tu n'oublies pas que les adultes, ils n'écoutent pas souvent les enfants. Et je veux que toi, quand tu seras adulte, bah, tu fasses attention et tu gardes un peu ton âme d'enfant et que tu saches écouter et comprendre les enfants. Ça, c'est important.
Elle avait raison. Elle avait raison. Des fois, je me le rappelle. Et c'est vrai que, bah, voilà, il y a écouter les enfants, écouter son enfant intérieur aussi. Mm. C'est renouer aussi à une essentialité, à du plaisir, à de la joie, de la naïveté utile. Et, curiosité, en fait. La naïveté qui nourrit la curiosité. Complètement. Complètement. Dernière question rapide, si tu pouvais remonter le temps, tu t'arrêterais où? Ah, non, je m'arrête pas. Je suis pas quelqu'un de nostalgique, tu vois. C'est vrai, c'est ce que tu as dit au début. Ouais. Pas de regret. Non, ouais, je suis bien. Je suis bien là où je suis aujourd'hui, en paix avec le passé. Tout n'est pas rose, tout. Mais c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais non, moi, je vais être dans le présent. Merci beaucoup, Caroline, pour ce moment de profondeur, de sincérité, de douceur aussi, et de Ouais. bienveillance. J'ai passé un excellent moment. J'ai Ah, aimé aller voir ces sujets que sont la féminité, qu'est la bienveillance, et tout ce qu'on a abordé. Et moi, je suis très fier de ton parcours et de ce que tu as accompli, et je tiens à te le dire. Et c'était vraiment un échange qui fait du bien, et apaisant, et apaisé. Je te laisse le mot de la fin. ouais, alors déjà, un grand merci pour l'espace que tu me donnes, parce que c'est génial. Un espace que je ne m'autorise pas quand je prends la parole. Donc, voilà, cette autorisation que tu me donnes, elle m'est utile et j'en sors nourrie, grandie, enrichie. Alors, voilà, un merci sincère pour ça. Et, euh, Et ouais, c'est vraiment ça qui m'habite là. Et voilà, le mot de la fin, c'est ouais, amour, quoi, gratitude, bienveillance. Et c'est pas. Et c'est noble et c'est powerful de dire ça, tu vois. Hmm. Complètement d'accord. Amour, gratitude, bienveillance, powerful, allons-y, n'ayons pas peur. Au contraire. Merci Caroline, on peut te retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook également. Donc n'hésitez pas à contacter Caroline si vous voulez la découvrir, aller voir son univers et pourquoi pas retrouver du sens dans votre carrière ou votre activité pro parce que c'est la meilleure pour ça. À bientôt! À bientôt, Cédric. Merci beaucoup.